Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des webinaires PME. Donc, on est actuellement au 6e épisode de l'année fiscale Cisco. Et donc, du coup, pour ce 6e épisode, on avait envie de vous parler de la gamme de produits Cisco Catalyst, donc qui, vous le verrez, peut aussi très bien convenir à un marché de la PME. Donc, on va tout de suite rentrer dans le dur. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mohamed tentera d'y répondre ou on essaiera d'y répondre après le webinaire. Vous avez une partie qui est dédiée, qui s'appelle Q&A, donc où là, on peut vraiment mieux répondre à une question et donner la bonne réponse à la bonne question. C'est beaucoup plus simple que si on utilise directement le chat. Donc, n'hésitez pas directement à utiliser cette partie. Alors, concernant notre agenda, donc aujourd'hui, on va, comme d'habitude, rappeler un petit peu le positionnement des différentes gammes chez Cisco et comment on va positionner donc globalement cette gamme entreprise Catalyst sur le marché et sur le marché PME. Ensuite, on va parler des Catalyst 1000, qui est l'entrée de gamme aujourd'hui de cette gamme entreprise. Ensuite, c'est là où je vais vraiment appuyer, ça va être les spécificités, la stratégie et bien entendu les différenciateurs de la gamme Catalyst 9000. Et enfin, on va parcourir, bien entendu, les différents modèles 9002, 9003, etc. Et la partie, comme vous en doutez, licensing, je pense qu'on est un petit peu attendu aussi sur cette partie-là. Pour démarrer, on va faire le petit rappel usuel du positionnement. Donc, vous savez que lorsqu'on est sur la brique connectée qui va toucher à tout ce qui est switch, routeur, Wi-Fi, donc c'est comment je connecte en fait mon réseau et mes données et mes utilisateurs. On va avoir donc majoritairement trois gammes de produits. Donc, on va avoir la gamme Cisco Business qui est vraiment orientée TPE, PME et on va être avec des fonctionnalités ultra compétitives et un prix ultra compétitif aussi. Donc là, c'est les gammes Cisco Business. On vous l'a déjà présenté dans l'épisode 2. Enfin, ensuite, vous avez Meraki. Donc Meraki, où là, on va tourner autour d'une solution centralisée en mode cloud qui va gérer du Wi-Fi, de la sécurité, du SD-WAN, de la gestion de flotte mobile, des caméras intelligentes et maintenant même aussi des équipements IoT. D'accord. Donc là, la force de cette gamme-là, c'est qu'on est en mode cloud et qu'on va pouvoir donc interconnecter l'ensemble de ces périphériques à travers un seul et même dashboard et on va être ultra agile, ultra rapide et ultra simple en termes de déploiement. Donc là, encore une fois, on a un positionnement PME qui est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez les gammes entreprises où là, c'est effectivement les gammes historiques de Cisco qui sont depuis plus de 35 ans sur la gamme switching, etc. Donc là, les drivers, vous allez le voir et vous allez le comprendre, on va être vraiment autour de l'innovation, autour de la redondance, autour de l'évolutivité et les nouvelles choses qui sont arrivées donc, ces dernières années. Donc, on va parler beaucoup plus de programmabilité et de software defined access. D'accord. Donc, si on doit repositionner encore une fois par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir, typiquement, vous avez un client qui a une gamme historique chez eux, où vous avez plusieurs partenaires sur un marché qui sont en train de répondre à différentes gammes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de vous donner un positionnement. Donc, typiquement, les gammes PME, on va être plutôt en face du Netgear, TP-Link, Ubiquiti, XL, etc. Que ce soit en Meraki ou sur la gamme entreprise, on va plutôt retrouver des acteurs comme HPE, Huawei, Extreme, Mist, Alcatel-Lucent, etc., Ruckus, Dell, etc., etc. D'accord. Donc, encore une fois, c'est vraiment pour vous aider à positionner. Vous savez que voilà, si vous avez du Netgear en face, on ne va pas positionner effectivement de la gamme entreprise. Ce ne serait pas pertinent et on serait dépositionné certainement en termes de tarifs, même si on aurait beaucoup de valeur à ajouter, mais le client n'est peut-être pas prêt à tout ça. Enfin, on va tout de suite introduire donc la gamme de produits, donc l'entrée de gamme Catalyst. Donc, qui dit Catalyst dit qu'on est forcément donc sur une gamme entreprise. Qui dit Catalyst dit qu'on est forcément aussi avec des logiciels iOS, qui est l'operating system des catalystes, de l'ensemble des catalystes. Et vous verrez qu'il y a des petites subtilités entre les différents iOS. Donc, l'objectif de ces Catalyst 1000, c'est vraiment, encore une fois, de répondre à un besoin des PME. Donc, vous savez que les PME aujourd'hui cherchent à générer effectivement de la croissance. Bien entendu, cherchent à faire beaucoup plus avec moins. Donc, que ce soit qu'on parle de moyens financiers, parfois de moyens humains, etc. Et bien entendu, malgré qu'ils soient sur le marché de la PME, ils cherchent à accélérer en tout cas leur digitalisation. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a positionné finalement une gamme de produits entrée de gamme
pour pouvoir répondre justement à ces différents enjeux. Lorsqu'on a juste un besoin spécifique pour interconnecter des périphériques, pour faire un petit peu d'interconnexion PoE, etc. C'est typiquement ce type de produit-là qu'on va essayer de positionner si le client est aussi à la recherche effectivement d'un bon positionnement pricing, tout en restant dans la gamme historique Cisco Catalyst avec l'héritage donc au niveau de l'iOS qui est le meilleur operating system sur la partie. Okay, on va avoir différentes subtilités sur ces gammes de produits-là. On va surtout tourner autour, encore une fois, de la simplicité, de la flexibilité et de la sécurité. On va parcourir 2-3 petits slides par rapport à ça. Donc là, on est vraiment sur la partie entrée de gamme. Et après, on va avoir donc, toute la partie Catalyst 9000 qu'on va détailler ensuite. Donc, je check un petit peu mon timing, on est pas mal. Donc, je vous l'ai dit, cette gamme de produits, on est autour de la simplicité. Simplicité, pourquoi? Parce qu'effectivement, l'ensemble de ces équipements vont intégrer une interface graphique web simple à mettre en place et à utiliser. Vous allez avoir des possibilités d'interconnecter, de configurer le matériel de manière sans fil grâce au Bluetooth. On retrouve tout le savoir-faire et toute la sécurité des logiciels iOS à l'intérieur de cette gamme de produits. Et on est sur une gamme entreprise, donc c'est bien pris en charge par le TAC. En termes de flexibilité, vous le verrez, on va avoir des produits qui vont être sans ventilateur. Donc, qui dit sans ventilateur dit qu'ils ne font pas de bruit non plus. On va être capable de les positionner dans des bureaux, dans des salles de réunion, en dehors de l'armoire de câblage, globalement. Et on a des produits qui vont être compacts, c'est-à-dire qu'on a aussi des modèles 8 et 16 ports. Donc là, typiquement, j'ai un besoin d'interconnexion gigabit avec un besoin en PoE. On a le support du PoE+, etc. En termes de sécurité, vous le verrez aussi, on a pas mal de flexibilité là-dessus. Donc, quand on est à la recherche de modèles compacts, fanless et PoE, c'est typiquement sur cette gamme de produits qu'il faut se concentrer, en tout cas sur la gamme entreprise. Donc là, on a vu un petit peu les différentes possibilités et comment sont proposés ces switches. Il y a des petits différenciateurs, vous le verrez, c'est-à-dire qu'on a des résistances aux hautes températures, ce qui peut aider dans certains cas. Si on positionne les modèles, comme je vous l'ai dit, on va avoir du 8 et 16 ports, donc avec des uplinks 1 giga. On a des modèles avec antenne interne ou des modèles avec antenne externe. On va avoir bien entendu du 24 ports et du 48 ports. La majorité de ces modèles sont fanless jusqu'au 24 ports PoE. Le 48 ports PoE, lui, ne va pas être fanless parce qu'il va forcément demander quand même beaucoup plus d'énergie. Je le disais, c'est des switches qui sont tous green, donc c'est-à-dire qu'on va faire des économies d'énergie sur le long terme. Il y a pas mal de mécanismes d'économie d'énergie qui sont directement intégrés donc, à ces équipements. Et c'est des équipements qui peuvent fonctionner à des températures un peu extrêmes. Alors, ce n'est pas des switches industriels non plus, mais ça peut dépanner donc de moins 5 degrés jusqu'à environ 50 degrés. Et vous avez sur la droite donc, toutes les spécificités aussi de ce produit-là. Malgré qu'on reste sur de l'entrée de gamme, on va avoir des uplinks soit en 1 giga, soit en 10 giga, d'accord, qui vont être déjà intégrés. Donc, on l'a dit tout à l'heure, possibilité de configuration via une interface graphique, facile d'accès, avec des wizards de configuration. En l'espace de 5 minutes, on va pouvoir configurer nos points principaux VLAN, etc. On suit le guide et on va pouvoir dépanner tout ça. On va pouvoir avoir une vue sur les ports et avoir de la remontée d'informations sur les différents équipements. Je le disais aussi, possibilité de configurer donc, en option via un dongle Bluetooth, donc de manière sans fil. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous connecter directement au switch pour aller configurer l'interface. Principale possibilité de ces switches-là, et c'est là où on va le plus souvent les utiliser, c'est quand il y a un besoin aussi de PoE. On l'a dit, on a besoin de sortir de l'armoire de câblage. On a des salles de réunion où on a besoin juste d'une extension de quelques ports et d'interconnecter quelques équipements en PoE. Voici quelques cas d'usage qu'on peut retrouver. Donc, on parle de points d'accès, on parle de téléphone IP, on parle d'éclairage LED aujourd'hui, on parle de différents sensors, de points des terminaux de paiement, des caméras de sécurité, etc. On est donc sur un support du PoE 30 watts, qui est le standard du marché. Et vous allez le voir, on a quelques fonctionnalités aussi supplémentaires, comme le Perpetual PoE, directement intégré dans cette switch-là. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure un peu plus profondément, entre parenthèses, sur les différentes possibilités de PoE. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a finalement séparé la partie hardware et la partie software. C'est-à-dire que si demain, vous devez faire une mise à jour typiquement du software ou que le switch reboot de manière software, les équipements vont continuer à être alimentés en PoE. Donc, notamment, si on parle d'éclairage, ça va permettre de continuer à éclairer les différents bâtiments, etc.
d'accord? Les différentes pièces, etc. Donc là, encore une fois, c'est des différenciateurs qu'on va trouver sur les gammes de produits Catalyst. C'est vraiment cette partie perpétuelle PoE, mais on y reviendra tout à l'heure. On est sur une gamme de produits plutôt switch d'accès, hein, c'est vraiment fait pour ça. J'ai un besoin d'interconnexion de mes périphériques. Malgré ça, on a la possibilité d'utiliser et d'empiler les différents switches, donc jusqu'à 8 unités. Et sur cette gamme de produits-là, on va faire ce qu'on appelle de l'empilement horizontal, c'est-à-dire qu'en gros, on va utiliser les ports SFP qui sont nativement intégrés sur les switches et on va pouvoir interconnecter les différents switches entre eux pour n'avoir qu'une seule pile à manager, une seule pile de switch. D'accord? Donc là, juste pour information, on a des nouveaux modèles sur cette gamme de produits qui est le Fast Ethernet. Voilà, ça existe encore, a priori, je ne sais pas pourquoi. Il y a forcément encore un petit peu de demande, c'est pour ça qu'on a donc sorti ces nouveaux modèles. Les modèles Fast Ethernet ne sont pas empilables. Donc juste, je le disais tout à l'heure, l'intérêt en fait des solutions iOS, hein, donc c'est bien entendu le support du TAC, c'est bien entendu le support de toutes les fonctionnalités qui ont été développées depuis plus de 30 ans. On va avoir différents avantages, hein, on l'a dit, donc au niveau résilience, il y a 30 ans de développement derrière. C'est des versions qui sont compactes, donc justement pour tenir dans des switches d'accès entrée de gamme. On va malgré tout avoir donc des performances qui sont assez élevées. On est sur les plateformes fiables et sécurisées. Donc, on a vu que c'était des solutions trustworthy, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir un seul train de mise à jour en fonction des iOS. Donc, vous pourrez faire les mises à jour de vos différents équipements. D'accord? Donc, en termes de sécurité, encore une fois, on le voit que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde, qu'on soit une PME ou qu'on soit effectivement un plus grand compte. On est tous concernés par les attaques. On se rend compte qu'il y a plus de 60% des petites entreprises qui ne se relèvent pas s'ils ont été attaqués sur les 18 derniers mois. Donc, il faut vraiment essayer de sécuriser de bout en bout son réseau et ses données. Et on a donc des fonctionnalités directement embarquées à l'intérieur de ces équipements. Comme par exemple, je le disais, la partie Trustworthy. Trustworthy, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mécanismes de sécurité qui vont checker la partie hardware et la partie software de nos équipements Cisco. D'accord? On va vérifier si la RAM elle est officielle Cisco, si l'OS est bien Cisco, si les équipements sont bien signés, etc. De manière à sécuriser en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce switch-là. On va retrouver les fonctionnalités de sécurité un peu classiques, hein, comme l'authentification 802.x, comme le First Stop Security en IPv6, etc., etc. Donc tout ce qu'on peut avoir besoin dans un switch d'accès concrètement. D'accord. Je vous ai mis ici quelques cas d'usage. On l'a dit, switch compact, switch PoE. On est sur de l'iOS, c'est facile à déployer. J'ai besoin de sortir de la marque de câblage, c'est typiquement le type de produit que je vais positionner. Donc, on a donné des exemples dans le retail, dans l'éducation, dans tout ce qui est hospitalité et effectivement dans la partie small office. Donc, j'avance un peu sur cette partie-là parce que j'aimerais qu'on se concentre quand même un peu plus sur la gamme Catalyst 9000 qui va encore plus loin en termes de valeur. Donc, en termes de chemin de migration, tout ce qui est 2960 plus ou 2960 potentiellement Fast Ethernet, ce qui est 2960 plus d'ailleurs, on va les migrer effectivement vers les Catalyst 1000 et on vous a mis un petit comparatif ici. Juste pour information, on est sur du niveau 2 avec quand même un petit peu de fonctionnalité de niveau 3 avec du routage dynamique RIP. Okay, juste pour info. Donc, en termes de positionnement, on l'a dit, je vais être bien positionné au niveau tarifaire. J'ai besoin d'avoir des switches qui sont plutôt compacts. J'ai juste un besoin de PoE, mais je veux quand même capitaliser sur des switches Cisco gamme entreprise avec un iOS qui a fait effectivement ses preuves et qui sont robustes. Je vais me diriger effectivement vers les Catalyst 1000. Maintenant, si j'ai des besoins un peu plus évolués, j'ai envie de regarder vers l'avenir. J'ai un besoin d'évolutivité, de pérennité et d'automatisation. Il ne faut pas oublier aujourd'hui, quand on regarde qu'est-ce qui se passe sur le réseau depuis une dizaine d'années, quand je suis rentré chez Cisco il y a un peu plus de 10 ans, on n'avait pas du tout les mêmes usages qu'on a aujourd'hui. Tout a évolué. On a rajouté beaucoup de périphériques qui s'interconnectent aujourd'hui au réseau, chose qui n'était pas le cas aujourd'hui. Donc, quand on achète produits Cisco, vous imaginez bien que les clients recherchent la fiabilité, la durée de vie des produits et des solutions, mais en même temps, si on peut anticiper un maximum les évolutions qui vont arriver sur le réseau, ça va être beaucoup mieux. C'est pourquoi les Catalyst 9000 sont beaucoup plus intéressants.
Alors, je reprends globalement mon souffle et on va la partie Catalyst 9000. Donc, les Catalyst 9000, c'est donc toute une nouvelle gamme de produits qui sont sortis depuis fin 2017. Donc, on a quand même 3 ans d'exploitation sur ces nouvelles gammes de produits-là. Donc, on a sorti des produits de manière progressive. On a commencé par le cœur de réseau et on est descendu donc vers les switches d'accès. Cette nouvelle gamme de produits-là, elle est construite d'une certaine manière à pouvoir répondre à un besoin de réseau traditionnel, comme on l'avait à l'époque avec des 2960, 3650, 3850, mais aussi à un réseau beaucoup plus évolué. Donc, c'est ce qu'on va parler tout à l'heure rapidement du software Defined Network et l'approche Cisco qui est autour de notre plateforme DNA Center, qui est une plateforme qui va permettre finalement de gérer l'ensemble du réseau, donc switch, router, point d'accès Wi-Fi, qu'on ait 50 équipements ou 10 000 équipements. C'est une machine qui est capable d'apprendre, sur laquelle on va pousser des intentions, c'est-à-dire j'ai envie que je vais pousser des politiques de sécurité, telle personne a le droit de parler avec telle personne, et on va la pousser à la fois sur le filaire, sur le sans fil, de manière totalement sécurisée. Et encore une fois, en fonction du contexte, cette plateforme va pouvoir nous remonter de l'information. Donc, on va y revenir tout à l'heure, mais globalement, ce qui est important ici, c'est que cette gamme de produits Catalyst 9000, elle va correspondre à la fois soit à un réseau traditionnel, comme on l'a dit, soit un réseau plus évolué, software defined, c'est exactement les mêmes produits. Donc, comme je le disais, lorsqu'on investit sur ces gammes de produits-là, on s'attend à pouvoir évoluer au fur et à mesure et surtout à les garder au moins pendant une dizaine d'années. Là, je vous ai mis donc un petit slide un petit peu sympa. Globalement, ce lancement produit a été le plus rapide de l'ensemble des solutions Cisco switching. Donc, malgré la complexité qui parfois peut avoir avec ces histoires de licence, on y reviendra tout à l'heure, sachez que c'est le produit qui a été adopté le plus rapidement, en tout cas chez Cisco. On a reçu différentes comment dire alors, j'ai une question. Est-ce que le Catalyst 1000 est géré par Dana Center? Non, effectivement, ce n'est pas l'objectif du produit aujourd'hui. On est vraiment plutôt sur le switch d'accès, clairement, juste switch d'accès, interconnexion, etc. Pour toute la partie DNA Center et gestion DNA, il vaut mieux partir effectivement sur les Catalyst 9000. Donc, on a eu plusieurs récompenses. Voilà, je cherchais mon mot. Donc, par les différents magazines, channels, etc. etc. D'accord? Donc, on a une architecture sur cette gamme de produits, vous le verrez par la suite, qui est assez sympa et ce qui fait encore la force de ces produits. Alors, j'espère que vous avez votre petit café. Ce que je vous propose, c'est, alors je vais voir si je peux tenir ma promesse, c'est de vous présenter effectivement la partie Software Defined en 4 minutes. Donc, j'ai un petit peu anticipé avec la plateforme DNA Center. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de finalement pouvoir gérer l'ensemble de son réseau avec une plateforme en centrale qui va automatiser, gérer et remonter de l'information sur l'ensemble de ce réseau-là. D'accord? Donc, on va être beaucoup plus puissant dans la gestion de notre réseau et on va faire des économies d'échelle globalement en termes de management et en termes de configuration et de troubleshooting de son réseau. Donc, le constat, il est assez de digitalisation, même si c'est un mot qui n'est pas facile. Globalement, on se rend compte que, qu'on soit une grande entreprise ou une PME, on a un besoin de digitaliser, on a besoin d'être rapide, de pouvoir déployer des nouveaux services beaucoup plus rapidement. Voilà ce qui se passe depuis des années. Donc, on a une croissance au niveau des données, on a une croissance au niveau des appareils qui sont connectés. Vous avez vu, on a démultiplié par 4 ou 5 depuis ne serait-ce que 2 ou 3 ans, si on compte tous les smartphones, les tablettes, toute la partie IoT qui aujourd'hui se connecte effectivement sur le réseau. Qui dit qu'on a plus d'équipements qui sont connectés, on a forcément beaucoup plus de surface d'attaque. Et on se rend compte que les ressources en entreprise, soit elles sont stables, normalement, elles n'ont pas tendance à baisser pour les ressources informatiques, mais en tout cas, elles sont stables, elles n'évoluent pas aussi vite que les différentes menaces ou que les différents traitements de ces données. Donc, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a plus de 60 milliards aujourd'hui des dépenses qui sont faites sur des opérations de réseau traditionnelles. Il y a 80% de ces dépenses-là, elles sont faites sur des choses qui sont faites manuellement. D'accord? Donc là, j'ai des équipements qui sont un peu partout dans le monde. J'envoie quelqu'un sur le site de Shanghai pour pouvoir faire ces modifications. Bon, pas très Covid aujourd'hui, mais globalement, c'est comme ça aussi que beaucoup de choses se passent. On se rend compte aussi que les entreprises se disent beaucoup plus prêtes aujourd'hui à partir et à se digitaliser qu'elles ne l'étaient encore
il y a quelques années. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, un monde évolué a besoin effectivement d'un réseau. Donc là, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est qu'on a un réseau qui est globalement assez large. On va avoir différentes typologies de politiques de sécurité à gérer et on va avoir plusieurs personnes qui vont gérer tous les équipements qui vont être interconnectés aujourd'hui sur le réseau. Si on parle du user, aujourd'hui avec le Bring Your Own Device, vous allez avoir du mobile, des PC potentiellement. La partie IT, elle va gérer plutôt toute la partie audio, vidéo, toute la partie imprimante, etc., etc. Et il y a des choses qui ne sont pas forcément gérées par l'IT aujourd'hui. Donc, tout ce qui va toucher donc, à l'IoT, donc des systèmes de caméra, des alarmes, des systèmes de badging, des sensors, des éclairages, etc., etc. Donc, finalement, qui est honneur de la politique de sécurité, à qui appartiennent les terminaux, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça? Donc, plus on avance, plus ça va être complexe. La promesse de Cisco, c'est qu'avec une plateforme en centrale, on va pouvoir avoir effectivement la possibilité à la fois de designer son réseau, à la fois de pouvoir gérer donc toutes les politiques de sécurité. On va gérer donc tout le provisioning et le déploiement effectivement des mises à jour, etc. Et la partie assurance, chez Cisco, l'assurance, c'est en fait c'est toute la remontée d'informations. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces remontées d'informations? Comment on va les traiter? Et qu'est-ce que va nous conseiller cette fameuse plateforme? Donc la plateforme, c'est ni plus ni moins que l'emboîtement de différentes solutions. Donc, on va gérer toute la segmentation avec la brique ISE qui est directement embarquée. DNA Center, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une plateforme Cisco UCS dans lequel, donc super musclé, dans lequel on a mis différentes solutions capables de gérer un petit peu tout ça. Donc on va avoir donc toute la brique automatisation et on va avoir encore une fois la partie assurance. Pourquoi je vous présente ça? Parce que c'est potentiellement aujourd'hui, vous connaissez Cisco, on démarre toujours par le grand compte et on descend de plus en plus vers la PME. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui a certains coûts, mais encore une fois, quand on regarde et qu'on se met plutôt du côté dépenses opérationnelles et retour sur investissement, c'est une plateforme qui n'est pas forcément si chère à partir du moment où on a un minimum d'équipement à gérer. D'accord? Et encore une fois, on a des plateformes qui vont peut-être au fur et à mesure se déployer de plus en plus vers la PME. Donc, il faut pouvoir être prêt finalement à pouvoir parler de ces différentes. Qu'est-ce que ça va apporter? Finalement, la partie software define, elle va aussi simplifier énormément le déploiement de toutes les politiques de sécurité. Avant, sans le SD Access, on va gérer les VLAN, on va gérer les adresses IP, etc. On va créer des ACL et on va gérer donc chacune des politiques de sécurité sur chacun des équipements, un après l'autre, etc., etc. Si on a de la chance, on peut faire des copier-coller de configuration, mais parfois on a des équipements qui sont beaucoup plus vieux, c'est quelqu'un qui est parti, donc c'est pas toujours facile de pouvoir tout gérer. Avec Software Define, là, l'objectif, c'est de pouvoir dire, j'ai des users, j'ai des équipements, j'ai des applications, de pouvoir faire simplement du glisser-déposer et de pouvoir transformer toutes ces politiques de sécurité sur l'ensemble des équipements, qu'on parle de Wi-Fi, qu'on parle de switching ou qu'on parle effectivement de routage. D'accord? On va avoir toute la brique effectivement SD-WAN, enfin voilà, on peut aller beaucoup plus. D'accord? On va avoir, comme je le disais aussi, une politique complètement on va dire, unifié entre le sans fil et le filaire. Donc ça, on en a parlé sur le précédent webinaire, donc sur la partie Wi-Fi 6, et je vous inviterai effectivement plutôt à cette partie-là. Donc ça, c'était, alors j'ai tenu les 4 minutes, j'ai tenu 5 minutes. Donc ça, c'est juste pour vous dresser un petit peu le portefeuille et où est-ce qu'on va finalement et pourquoi on a sorti cette nouvelle gamme de produits. Et enfin, pour rassurer vos clients aussi, donc cette gamme de produits-là, elle est capable donc, de répondre à vos besoins traditionnels comme le faisaient les anciennes générations, mais aussi d'être prêt pour l'avenir avec cette gestion en mode plateforme avec la partie DNA Center. D'accord. Ici, c'est pour regarder un petit peu les spécificités. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence de ces gammes Catalyst? Donc, j'ai mis plus de temps là-dessus et on passera un peu moins de temps sur les spécificités entre les modèles, mais vous allez vite comprendre que c'est vraiment toutes ces fonctionnalités-là qui font la différence. Donc ici, je vous ai mis donc l'évolution, globalement. On a démarré effectivement la partie Catalyst 9000 plutôt sur les 9003 et les 9005. Au fur et à mesure, on a remplacé et on a intégré les châssis et les switches d'accès 9002. Vous voyez en dessous la gamme historique, 2960, 3650, 3850, etc. Donc là, ici, on est plutôt sur du switch d'accès. D'accord. Après, vous pouvez régler, entre parenthèses, le niveau d'iOS pour pouvoir avoir plus ou moins de fonctionnalités. Et ici, on va être plutôt sur la partie cœur, où là, on va pouvoir atteindre des débits donc de 10 Go, 25 Go, jusqu'à potentiellement 100 Go, vous l'aurez compris. Donc là, ce qui est important de constater, c'est qu'on a effectivement
une gamme qui, de bout en bout, va partager un même ASIC, donc les mêmes puces, va partager le même OS et va avoir le même fonctionnement, les mêmes CPU. D'accord? Là, on a un portefeuille complètement qui va remplacer complètement l'ancienne génération. Donc, vous aurez compris qu'aujourd'hui, votre proposition, elle va se situer comme ça. On oublie toutes les anciennes générations et on va positionner uniquement la nouvelle génération. Plusieurs choses, on va le détailler par la suite, iOS XE, UADP. Mes collègues savent très bien que je les embête souvent avec ça, mais c'est vraiment ce qui fait aussi la différence de ces produits. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai finalement partagé vraiment tout ce qui fait la différence en un slide sur ces gammes de produits-là et on va un petit peu les détailler. Donc, la première différenciation, vous allez le comprendre, ça va être la puce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, c'est du UADP, c'est-à-dire Cisco fabrique ses propres puces, son propre silicium, ce qui nous permet en fait d'avoir des performances sur nos switches et sur nos équipements qui sont beaucoup plus poussées que n'importe quel switch du marché. Qui dit qu'on est sur ces puces-là, dit qu'aussi on a rajouté de l'évolutivité finalement sur ces équipements-là, qui nous permettent d'anticiper finalement les différentes évolutions, qu'on parle de protocole ou qu'on parle effectivement d'évolution potentiellement hardware. C'est-à-dire que là où les concurrents sont peut-être obligés de sortir une nouvelle gamme de produits avec de nouvelles puces qui ne seront pas forcément compatibles avec l'ancienne génération sur laquelle vous avez investi, nous, on est capable finalement de sortir des évolutions des gammes en cours sans avoir à rechanger toute la gamme qui ne sera pas forcément compatible, etc. etc. Et ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, on va être sur cette gamme de produits forcément prêt à tous les nouveaux usages. Donc, quand on parle de multi-gigabit, on y reviendra. Qu'on soit prêt pour le Wi-Fi 6. On a des débits en cœur de réseau qui vont monter jusqu'à du 100 gigabits. On a rajouté de la haute partout. Vous le verrez, on a une option double alimentation dès la base du réseau, donc dès les switches d'accès jusqu'au cœur de réseau. Vous allez le voir, l'ensemble des équipements sont redondés et on va amener beaucoup plus de pérennité sur ces équipements. Donc là, si on regarde un petit peu les critères, évolutivité, pérennité, haute disponibilité partout, on va rajouter de la programmabilité, vous allez le voir, ça fait aussi encore une fois toute la différence et bien entendu la possibilité d'automatiser un petit peu tout ça. Toutes ces choses-là fait que finalement, on va avoir une meilleure protection de l'investissement et le client va avoir un meilleur retour, encore une fois, sur le TCO, encore une fois, sur le long terme. D'accord? Donc, je l'ai dit, la vraie différenciation, c'est les puces qu'il va y avoir à l'intérieur. C'est vraiment le fondement des différentes innovations. Pour vous donner un exemple, je vous ai sorti cette fameuse puce qu'on appelle UADP, qui est sortie donc en 2013, qu'on avait intégrée dans les catalystes 3850. Au départ, elles ont permis de gérer donc un certain nombre de fonctionnalités qui sont plus ou moins expliquées ici. On voit qu'en l'espace seulement de 4 ans, on a démultiplié par 3 ou 4 les fonctionnalités qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça a été possible grâce à ces puces qui sont évolutives et programmables. Donc on voit ici, on avait une première version qui était UADP 1.0, on gérait 1,6 milliard de transistors. Le UADP 1.1, donc on gérait 3.2, donc possibilité d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités à l'intérieur, du multi-gigabit, des choses comme ça, d'accord? Plus de performance, encore une fois, dans nos équipements. Sur les Catalyst 9000, on va avoir des puces UADP 2.0 mini, 3.0, etc., qui vont pouvoir monter jusqu'à 20 milliards de transistors. Donc, vous imaginez la performance qu'on va pouvoir envoyer derrière. C'est pour ça qu'on est capable de gérer des nouveaux débits en cœur de réseau jusqu'à du 100 gigas, etc., etc. D'accord? Pour encore aller plus loin, cette puce, elle a aussi permis d'avoir un OS un petit peu différent. Donc, l'iOS qu'il va y avoir à l'intérieur, ça va être l'iOS l'iOS XE. Donc, c'est issu d'autres gammes de produits plus routeur. Mais là, concrètement, l'idée ici, c'est qu'on va avoir aussi un operating system qui va être ouvert et programmable. Donc, l'avantage, c'est qu'ici, on a de l'iOS XE, c'est-à-dire dès les switches d'accès 9002 jusqu'au cœur de réseau 9006 potentiellement. Là où sur notre ancienne génération, 296650, etc., on n'avait pas les mêmes iOS. D'un côté, on avait de l'iOS XE, de l'autre côté, on avait de l'iOS standard, etc. Donc forcément, pas facile de gérer de bout en bout. Donc là, l'avantage d'un iOS XE ouvert et programmable, c'est que déjà, on va pouvoir avoir un seul train de release de bout en bout. C'est-à-dire que j'ai une nouvelle version d'iOS qui sort, elle va sortir à la fois sur le 9002, 9003, 9004, 9005, 9006. D'accord? Et là, je vais pouvoir faire une mise à jour de l'ensemble de mon réseau. Il y a une autre fonctionnalité qui s'appelle le Run Any Feature Anywhere, donc ce qu'on appelle le RAFA, c'est-à-dire que là, globalement, si le switch a les performances pour ça, on va pouvoir
utiliser une fonctionnalité de bout en bout, quelle que soit la fonctionnalité. En termes de simplicité, on a grâce à l'iOS XE, on a une interface graphique qui va être directement embarquée à l'intérieur de l'ensemble des switches. Il n'y a rien à installer en supplément, c'est directement embarqué. Donc, on a tous nos guides de déploiement, tous les assistants pour pouvoir déployer son switch beaucoup plus rapidement. Et on va retrouver donc toute la partie plug and play pour l'automatisation, zero touch provisioning. Donc, je pousse mes équipements, ils reçoivent leur configuration d'un DNA Center potentiellement, etc. D'accord ? Donc, on va avoir une meilleure gestion du cycle de vie. En termes d'efficacité, encore une fois, on a des OS de bout en bout, donc les dépannages sont beaucoup plus rapides, les mises à niveau sont beaucoup plus simples et on a pas mal de fonctionnalités qui permettent de mettre à niveau sans avoir à forcément rebooter le switch, etc. Mais ça, je laisserai les techniciens aller se renseigner là-dessus. Et on va avoir donc différentes possibilités. Et ce qui m'amène moi vraiment à appuyer beaucoup, c'est la partie ouvert et programmable, où là, on va pouvoir déployer des nouvelles fonctionnalités, pouvoir interagir avec des API, donc c'est-à-dire on va recevoir l'information directement de nos équipements pour pouvoir fournir un dashboard, donc ça veut dire aussi plus de services potentiellement pour les partenaires à valeur ajoutée. Et en plus, on va pouvoir déployer des nouvelles fonctionnalités. Je vous dis une bêtise. Demain, j'ai pas prévu une fonctionnalité Cisco, j'ai sur les équipements Cisco, j'ai besoin de couper le Wi-Fi de telle heure à telle heure uniquement, etc. J'ai pas la fonction sur les différents équipements. Je pense qu'elle y est, mais bon, au cas où, je prends un petit développeur, il me développe un petit script pour couper le PoE des points d'accès Wi-Fi, par exemple, et qui va couper de telle heure à telle heure. Voilà. Toutes ces choses-là sont possibles parce qu'on est sur des OS qui sont ouverts et programmables. On a parlé beaucoup d'IoT, on va en parler de plus en plus. C'est comment on va interagir et comment on va pouvoir gérer les différents équipements qui sont non IoT et qui sont plutôt réseau et IoT. Tout ça est possible grâce à des langages qui sont standardisés sur le marché. D'accord ? Donc ça, il n'y a pas globalement sur les autres gammes de produits. On est plutôt sur des iOS et sur les anciennes gammes, on était plutôt sur des iOS plutôt fermés. Donc, ce qui fait la différence, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, tous nos produits, switch, router, Wi-Fi, ils ont été pensés de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on va avoir des puces spécifiques à l'intérieur de nos produits. On va avoir une infrastructure qui peut être physique ou virtuelle. On va rajouter donc la couche d'iOS XE qui est ouverte et programmable. On va pouvoir pinguer tout ça avec des API et on va pouvoir gérer l'ensemble du réseau, typiquement au niveau applicatif grâce à du DNA Center. L'avantage ici aussi, c'est qu'on va avoir une maîtrise de bout en bout, on va amener beaucoup plus de sécurité, etc. D'accord ? Ce qui nous amène, encore une fois, à une ouverture beaucoup plus large, à la fois donc, entre les différentes solutions de Cisco, qu'on parle de sécurité, qu'on parle de collaboration, etc. On va pouvoir déployer des petits bots en fonction de… Je vous dis une bêtise, j'arrive chez mon client, j'ai la secrétaire qui, via directement son chatbot, peut m'activer un guest access directement pour moi. Ça va directement pousser la politique, etc. Ça, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui parce qu'on est en mode API et parce qu'on peut développer par-dessus. Encore une fois, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais il faut anticiper les 10 à 15 ans à venir lorsqu'on va positionner du réseau Cisco, en tout cas chez les clients. Donc, si je résume, plusieurs choses. Cette gamme de produits-là, c'est une structure qui va à la fois servir sur du réseau plutôt traditionnel, je vais le gérer comme avant avec mon interface graphique en ligne de commande ou quoi que ce soit, ou effectivement, j'ai la possibilité de pouvoir rajouter des couches supplémentaires, donc avec ce qu'on appelle le standard-based interopérabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a notre plateforme DNA Center qui est pensée vraiment autour du software defined, mais sachez qu'il y a des contrôleurs SDN sur le marché qui sont accessibles, qui sont open source, etc. Et vous pourrez, grâce aux API, grâce à l'ouverture, pouvoir gérer certaines fonctionnalités à partir de nos équipements. D'accord ? En plus, on va pouvoir encore aller plus loin parce qu'on va pouvoir rajouter des couches de développement par-dessus. D'accord ? Lors du dernier webinaire, on a aussi parlé du fait qu'aujourd'hui, on ne parlera plus de Wi-Fi Aeronet, mais on parlera effectivement de Wi-Fi Catalyst. Wi-Fi Catalyst, pourquoi ? Parce qu'on va retrouver tout ce qui fait le sel du Catalyst 9000 à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir un iOS XE à l'intérieur. Certains points d'accès vont avoir des puces spécifiques Cisco qui vont nous permettre d'amener des nouvelles fonctionnalités, etc. Et vous l'aurez compris, un seul à jour, des fonctionnalités de bout en bout. On va sortir des fonctionnalités à la fois sur le switching et à la fois sur l'ensemble de ces nouveaux équipements. Et qui dit qu'on a un seul et même OS dit qu'on va pouvoir gérer les politiques filaires et sans fil
de manière beaucoup plus simple et centralisée. Donc là, encore une fois, on va vous inviter plutôt à revenir sur les anciens épisodes webinaire PME qu'on a fait. Mais là, vous l'aurez compris, on a du Catalyst 9008 contrôleur qui peut être positionné n'importe où, et on va avoir des points d'accès Wi-Fi Catalyst avec de l'iOS XE, etc. à l'intérieur. D'accord? Je vous ai mis, je suis sympa, je vous ai mis un petit lien sur l'épisode précédent Wi-Fi. Je veux rassurer tout le monde, on parle beaucoup de valeurs, etc. Sachez que malgré tout, pour tous les aficionados de la ligne de commande, vous pourrez toujours déployer en ligne de commande. Pour ceux qui ne maîtrisent pas trop la ligne de commande, qui préfèrent les interfaces graphiques, j'en fais partie. Donc là, du coup, je vais pouvoir directement le configurer. J'ai accès à mon interface graphique sur n'importe quel équipement Catalyst 9000 que je vous ai présenté aujourd'hui. Si on va plus loin en termes alors, attendez, j'ai dû faire un bug. Vous voyez quel est… Oh là là. Je vais juste… Ok, bon, j'espère que vous voyez le bon écran. L'interface graphique améliorée. C'est bon. Ok, tu vois pas le PowerPoint derrière? Non. Ok, super, merci. Ok, merci Mohamed, tu vois, heureusement que tu es là. Qu'est-ce qui va encore, quelques éléments donc, qui m'ont poussé plus loin la gamme Catalyst 9000. Sachez que sur chacun des équipements, vous avez un tag RFID qui est marqué. Donc là, bon, quand on a 3-4 switches, ça va, c'est facile à gérer, mais quand on commence à avoir une vingtaine ou une trentaine de switches sur des sites complètement différents, si on met dans un milieu, typiquement retail ou quoi que ce soit, on a des douchettes et pour des raisons d'inventaire, là, vous n'aurez plus qu'à scanner directement les équipements, vous allez remonter le numéro de série, les références produits, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est un plus, c'est embarqué sur l'ensemble des équipements Catalyst 9000. On va parler aussi de Blue Beacon. Blue Beacon, c'est quoi? C'est la possibilité d'allumer à distance une petite LED qui va permettre à des personnes qui ne seraient pas forcément ingénieurs de formation de pouvoir juste débrancher le bon câble du bon switch. Et ça, c'est directement, encore une fois, intégré sur l'ensemble des équipements. Bon, après, là, c'est plus marketing. On a standardisé les icônes, etc. Et comme on l'a vu tout à l'heure, possibilité d'interagir directement sur les équipements en mode Bluetooth et plus forcément avec son câble. Alors, ça, c'était vraiment pour la partie Catalyst 9000, vraiment la partie hardware, la puce, etc. Là où je voulais aussi pousser un peu, c'était sur la partie PoE et innovation. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, mais c'est Cisco qui est à l'origine effectivement du PoE. On l'a fait, on a eu une première version pré-standard. On a sorti après, on l'a fait ratifier pour que ça devienne un standard et que tout et que ça soit beaucoup plus facile, encore une fois, d'interagir. Donc, la première version du PoE officiel ratifié, ça a été en 2003 et ça a été le 15 watts. Aujourd'hui, le 15 watts tend franchement à disparaître. La plupart des équipements qu'on va proposer aujourd'hui, alors quand je dis à disparaître, je parle vraiment en termes de switching. Le standard qu'on va avoir arrivé, c'est le 30 watts sur l'ensemble des équipements, sur la plupart en tout cas 80 à 90% des équipements, ça va être du 30 watts, parce que le 30 watts, bien entendu, peut faire du 15 watts, et on va pouvoir gérer beaucoup plus d'équipements. En 2011, Cisco a sorti donc le 60 watts, c'est ce qu'on a appelé donc l'UPoE, d'accord. Aujourd'hui, ça a été ratifié encore une fois et c'est devenu le 802.3 BT, et le 90 watts a été ratifié en même temps que le 802.3 BT. Donc chez Cisco, on va appeler ça effectivement PoE, c'est le standard, 15 watts. PoE+, on a 30 watts, UPoE, on est à 60 watts, et UPoE+, on est à 90 watts. Vous allez me dire, c'est gentil, c'est bien, c'est super, mais qu'est-ce qu'on va alimenter aujourd'hui avec du 90 watts? Je l'ai dit, l'IoT prend une part de plus en plus importante en termes de réseau. Aujourd'hui, on a des écrans qui ont un besoin de connectivité, Internet, etc., pour fournir du contenu ou quoi que ce soit. Ces écrans-là, donc vu qu'ils ont un câble réseau potentiellement pour plus de puissance, on va pouvoir aussi typiquement les alimenter en PoE. D'accord? On va pouvoir alimenter, dans certains cas, des switches compacts. C'est-à-dire que mon switch compact va récupérer et va être alimenté totalement en PoE. Là, je vais être dans une salle de réunion, par exemple, et je vais pouvoir repousser certains équipements en PoE. Donc, c'est ce qu'on appelle le PoE pass-through. On va standardiser tout ça. Et vous le voyez, globalement, il y a de plus en plus d'équipements qui arrivent, qui sont de plus en plus énergivores. Donc, il va falloir pouvoir… D'accord?
Donc, on a encore une fois quelques exemples ici. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais là, si on regarde sur le domaine de l'hébergement, on regarde ici les différents équipements qui peuvent être interconnectés directement sur un switch de manière en PoE. On voit qu'on a potentiellement demain des smart mirrors, enfin des miroirs intelligents, etc. Ça peut paraître Star Wars, mais il y a de plus en plus, encore une fois, de demandes et il y a de plus en plus d'usages qui sont intéressants au-dessus de tout ça. Et donc, je vous ai mis quelques exemples selon les différents verticaux. Cisco, encore une fois, va plus loin et amène des spécificités sur nos switches. Donc, on en a parlé tout à l'heure, la partie perpétuelle PoE qui était déjà disponible sur les Catalyst 1000. Là, on va avoir la possibilité de pouvoir continuer finalement à alimenter en PoE les équipements, même si on a un reboot du switch de manière software. Donc là, demain, j'ai mon alimentation qui débranche, j'ai pas d'onduleur, donc forcément, là, on va perdre l'alimentation PoE. Malgré ça, on va avoir des fonctionnalités supplémentaires qui s'appellent le True Event Classification et le Fast PO, qui en gros vont nous permettre, même s'il y avait une coupure plutôt hardware, électrique ou quoi que ce soit, que lorsque ça redémarre, on va être capable de réalimenter tout ça en l'espace de 1 à 5 secondes, là où normalement il faut plusieurs minutes, le temps que le switch reboot, reprenne son OS, etc. etc. Nous, on va être capable de le faire grâce au True Event Classification et grâce au Fast PO. D'accord? C'est sur l'ensemble des gammes Catalyst 9000. Que je sois en 9002 à l'accès ou que je sois en 9006 châssis, cœur de réseau, je vais avoir ces… alors, non, pas sur les châssis, parce qu'il n'y a pas de PO sur la fibre. Mais en tout cas, 9002, 9003, 9002, 9003, on va avoir effectivement ces fonctionnalités-là. Partout où il y a du PO, globalement. Autre mode ultra important, lorsque j'achète un switch à la compétition, je vais acheter un switch, je vais avoir un switch peut-être 370 watts, 24 ports avec une alimentation principale. Je vais doubler mon alimentation, je vais en fait assurer le backup de ma première alimentation. Mon switch à la fin va toujours faire 370 watts. Avec Cisco, il y a une protection d'investissement, c'est-à-dire que là, globalement, je vais acheter mon switch 24 ports PoE 30 watts, j'ai un budget de 370 watts et pour l'instant, je n'ai qu'une alimentation parce que mes équipements, j'ai assez de budget pour le gérer. Dans 5 ans, je dois interconnecter des caméras qui vont être peut-être un peu plus énergivores, etc. Je n'ai pas assez de budget ou quoi que ce soit. Bah, chez les autres, on va changer le switch. Chez Cisco, on va rajouter une alimentation supplémentaire. Donc, l'alimentation supplémentaire va nous permettre, elle, dans ce cas-là, de pouvoir doubler le budget PoE. Donc, mon switch de 370 watts, il va passer à 740 watts. D'accord? Et ça, c'est encore une fois la force des équipements Cisco Catalyst. C'est que là, de bout en bout, encore une fois, à partir du moment où on a des produits qui sont capables de faire du PoE, on va pouvoir faire évoluer le budget PoE de ces différents switches. En termes d'alimentation, là aussi, on a fait fort, c'est-à-dire qu'on est sur du 9002, on a quelques équipements avec une efficacité de plus de 80%. Et la plupart des équipements, on est sur des alimentations qui sont platinium avec des efficacités à plus de 90%, etc. Et bien entendu, l'ensemble des switches dont on a parlé ont toutes les optimisations en termes de coûts énergétiques, etc. Donc là, encore une fois, on va faire des économies d'échelle sur le long terme, on va protéger l'investissement du client et on est sur des produits qui sont hautement évolutifs dès le niveau d'accès avec les Catalyst 9002. Donc là, je vous ai mis globalement les différents supports en fonction des séries. Les switches d'accès aujourd'hui 9002, on est plutôt sur du PoE 30 watts. Sur les 9003, on a les différentes possibilités avec différents modèles. On peut monter donc sur les 9003 jusqu'à du 90 watts. Et en termes de châssis, donc plutôt port Ethernet, on va avoir le 9004 qui va être capable de le proposer. Alors, je vois une multitude de questions dans le chat. Hein. À la limite, je proposerais qu'on les regarde à la fin et ceux qui ont des questions, on pourra essayer de rester un petit peu. Alors tout ça, une fois qu'on a vu toutes les innovations PoE, qu'on a vu où elles étaient supportées, on a d'autres fonctionnalités aujourd'hui. On parle beaucoup du mGig, mais en même temps, c'est quoi le mGig? Donc Cisco l'a inventé il y a un peu plus de 5 ans aujourd'hui. Ça commence seulement à se démocratiser parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec l'avènement du Wi-Fi 6 qui va largement dépasser les débits du filaire avec nos connectiques plutôt 1 giga qui est le standard aujourd'hui, le multi-gigabit va nous permettre finalement d'interconnecter différents équipements. Donc, on constate le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des versions, des points d'accès Wi-Fi qui sont interconnectés au switch, qui vont potentiellement pouvoir dépasser plus de 1 giga
pouvoir fournir des débits supérieurs au 1 giga. Et on va avoir aujourd'hui nos switches qui vont être plutôt sur du 1 giga. Donc, c'est finalement, vu que le point d'accès prend sa source au niveau du switch, on va être limité à ce que peut fournir le switch. D'accord? Donc là, on va être vraiment limité sur ces choses-là. Vous savez que lorsqu'on parle de câble Ethernet, c'est un petit peu comme sur les vitesses du switch, on va avoir des vitesses qui sont disponibles en fonction de la catégorie de câble. D'accord? Donc là, si j'ai du catégorie 5, ben, on est entre du 10 et du 100 mégas. Bon, la plupart de nos clients, ils sont minimum avec du catégorie 5E. Encore une fois, on reste plutôt à du limite giga et le catégorie 6A nous permet d'aller jusqu'à du 10 giga. D'accord? Donc moi, maintenant, j'ai une entreprise, je commence à faire du Wi-Fi 6. J'ai mes équipements qui sont, enfin, j'ai des switches qui sont plutôt gigabit Ethernet. Jusqu'à présent, les câbles que j'avais, c'était du 5E ou du 6 qui étaient limités globalement à 1 giga. Ça ne me posait pas de problème. Mais aujourd'hui, vu que j'ai des points d'accès qui vont pouvoir aller au-delà de tout ça, bah, si je dois en même temps recabler toute mon entreprise, ça va coûter très cher. D'accord? L'avantage ici, c'est que je vais avoir un produit Wi-Fi 6 qui va être multi-gigabit. Je vais avoir un produit Catalyst avec un port qui va être multi-gigabit. Et là, je vais pouvoir fournir des débits intermédiaires au 10 giga. Donc 2 giga 5 giga ou potentiellement 10 giga en fonction de la longueur des câbles. Et je vous ai mis en fait tous les détails ici. D'accord? Donc ça, encore une fois, l'offre multi-gigabit disponible sur les Cisco 9002, 9003, etc. etc. D'accord? Aujourd'hui, l'offre la plus large, effectivement, de l'industrie. Et encore une fois, cette partie-là, elle a été ratifiée. Donc, même si c'est Cisco qui l'a inventé, ça a été ratifié, c'est devenu une norme. Et aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça qu'on a pu aller sur le Wi-Fi 6, etc. Parce qu'on allait avoir des switches qui allaient pouvoir pousser plus. Alors, j'espère que ça va toujours. Là, on a vu vraiment les différenciations. Donc là, on est plutôt sur de la littérature, juste la présentation des différents modèles, etc., etc. On va aller un peu moins dans le détail que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Sachez que dans la présentation, vous allez retrouver les datasheets, vous allez avoir les Sales Connect Hub, où là, vous allez retrouver les présentations commerciales, les présentations techniques sur chacune des gammes produits si vous voulez aller plus loin. D'accord? On l'a vu, on est sur du ADP, on a parlé des fonctionnalités de la puce spécifique qui nous permettent de faire évoluer les switches, etc. etc. En termes de modèle, on a deux typologies de produits en 9002. On a des 9002 donc qui vont avoir des uplinks qui vont être plutôt fixes, c'est-à-dire que là, mes uplinks SFP, ils vont être plutôt donc 1 giga ou 10 giga ou potentiellement 25 giga, mais par contre, ils vont être fixés au switch. Je ne peux pas les changer. Le 9002 va amener plus de modularité, où là, mon network module, je vais pouvoir directement le changer. Je commence avec du 1 giga, 1 giga par exemple. Dans 5 ans, j'ai besoin de faire évoluer mon switch parce que mon cœur de réseau a évolué. Et bah, du coup, je vais pouvoir enlever le 4 x 1 giga, le remplacer par du 4 fois 4 fois 10 gigas potentiellement, du 2 fois 25 gigas ou de 2 fois 40 gigas. Tout ce que vous voyez en orange, potentiellement, c'est les nouveaux switches qui sont sortis dernièrement. Donc, on a rajouté le MGIG, on a rajouté le support du 25 gigas sur le 9200L et on a rajouté aussi la partie MGIG sur le 9200 et le support des nouveaux network modules que vous voyez ici, 25 gigas et 40 gigas. Je l'ai dit au départ, redondance de bout en bout. Chaque switch vient embarquer avec une alimentation. Vous avez la possibilité de doubler l'alimentation et en même temps de pouvoir doubler la capacité du switch. Spécificité aussi du 9002, je ne sais plus si j'en parle après. Sécurité embarquée, on a de l'encryption jusqu'à du MACsec 128 bits qui est directement embarqué encore une fois dans ces choses-là. L'avantage, c'est qu'on a déjà parcouru toutes les fonctionnalités, donc vous comprenez tout ce qu'il y a finalement sur la droite et qui va faire la différence. Le stack. Donc là, encore une fois, le client a le besoin, il n'a pas besoin, du coup, il va payer moins cher son switch. Il a besoin de rajouter des fonctionnalités d'empilement de stack. Il va rajouter un stack module sur les équipements 9002. D'accord? Donc là, deux possibilités. 9200L avec les uplinks fixes, on va pouvoir monter 80 Go en termes de débit. Sur le 9200, alors je me suis trompé, je le modifierai. Donc sur le 9200 sans les network modules, on va avoir donc des débits jusqu'à 160 gigabits. D'accord? On peut se demander pourquoi il y a ces besoins-là. Vous avez sur la gauche quelques raisons qui, encore une fois, arrivent de plus en plus dans le domaine de la PME. Il ne faut pas l'oublier. D'accord? Comment ça marche le stack? Il me faut la même série, la même licence et la même version d'iOS XE sur l'ensemble de la pile, ce qui paraît totalement logique.
Voilà. Et on n'est pas de rétrocompatibilité sur les anciennes gammes. En termes de modularité, on va avoir de la modularité au niveau des ventilateurs aussi. On le sait, hein, si un ventilateur claque, potentiellement le switch il crame et c'est fini. Là, concrètement, ici, même sur les 9200L, on va avoir un ventilateur redondant qui peut marcher. Donc, si j'en ai qu'un, d'accord, ça peut marcher si j'en ai qu'un. Le switch vous envoie une alerte, vous avez le temps de procéder à un RMA et de faire potentiellement changer votre switch. Sur la partie 9002, c'est plus on est sur un remplacement remplaçable à chaud. Je débranche, je rebranche sans avoir à rebooter mon switch et je peux assurer, donc, encore une fois, ma redondance. En termes d'alimentation, c'est la même chose, c'est du remplaçable à chaud. Je peux retirer mon alimentation qui potentiellement pourrait être défaillante et en rajouter directement une deuxième sans avoir à tout reconfigurer, etc. Et on l'a dit, je rajoute une deuxième alimentation, je vais pouvoir finalement doubler le budget de mon switch. Et on voit ici quelques exemples. J'ai un 24 ports, j'ai un power supply à 600 watts qui va me permettre de fournir donc 370 watts. J'ai environ 230 pour faire fonctionner le switch traditionnellement. Si je double l'alimentation, mon va pouvoir passer à 740 watts. D'accord? Sécurité, on l'a dit, 802.11x, encryption, etc., etc. Donc, on a toutes les fonctionnalités qui vont bien à l'intérieur. Je vous ai mis quelques comparatifs ancienne génération 2960X vers les nouvelles et vous voyez qu'il y a une liste qui ne finit pas et je vous laisserai rentrer un petit peu dans ce détail-là pour que je puisse garder mon timing. 9002, on est sur des switches d'accès, mais malgré tout, vous pouvez dire non au temps d'arrêt. Je vous ai mis quelques explications, donc notamment par rapport à la redondance qu'on a encore une fois de bout en bout, fonctionnalités PoE, etc. On a aussi des fonctionnalités de call patching qui permettent de pouvoir patcher certaines failles, enfin certaines fonctionnalités de sécurité, par exemple, sans avoir à tout rebooter, etc., etc. Donc tout ça, c'est déjà prévu sur ces switches-là. Qu'est-ce que ça va amener? On va avoir pareil, une gamme plutôt avec des uplinks qui vont être fixes, d'accord? Donc mes modules d'uplink ils sont fixes. Et 9003, je vais avoir plus de modularité. Je vais pouvoir choisir mes network modules au fur et à mesure, d'accord? On va retrouver ce qui fait le sel de la gamme 9000 avec l'OS ouvert programmable, iOS XE, etc. Mais on va rajouter aussi une architecture x86, d'accord? x86, ça va me permettre potentiellement aussi de rajouter, de pouvoir développer beaucoup plus de fonctionnalités et aussi de pouvoir héberger de l'applicatif. D'accord? Donc là, c'est-à-dire qu'avec notre architecture x86, je vais pouvoir faire de containeriser l'application directement à l'intérieur de mon switch et je vais faire des économies d'échelle, je vais pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités, etc. Encore une fois, on manque de temps pour entrer dans le détail. Je vous ai mis quelques exemples qui sont autour des possibilités. Des choses qu'on a vues aujourd'hui se déployer, donc typiquement sur des réseaux clients. Et encore une fois, c'est possible de base sur les d'accord. 300L, on a une connectique, différents modèles. On est sur du 24 ou du 48 ports, 4 x 10 Go ou 4 x 1 Go en fonction du modèle. On a des nouveaux modèles qui sont en multi-gigabits, etc., etc. Sur la partie 9003 avec les uplinks modulaires, on va avoir donc un champ des possibles au niveau alimentation qui est assez poussé. Et les network modules, vous voyez qu'on va pouvoir faire du 8 x 10 Go jusqu'à du 25 Go, etc. Et on a la modularité, encore une fois, de bout en bout. D'accord? Ça, c'est vraiment une spécificité, encore une fois, là, uniquement des 9300, donc pas des versions fixes, mais des versions modulaires. On a la possibilité, on a une fonctionnalité qui s'appelle le Stack Power. Le Stack Power, c'est quoi? C'est la possibilité, finalement, de pouvoir mutualiser des alimentations. C'est-à-dire qu'en gros, plutôt que de mettre, j'ai une pile de 4 switches et de mettre 4 alimentations redondantes, je vais pouvoir en mettre 4 primaires et potentiellement 2 secondaires uniquement qui vont être capables de pouvoir supporter jusqu'à 2 switches en mode défaillance si j'ai une alimentation. Voilà. Donc là l'idée, c'est que je vais faire une économie potentiellement de 2 alimentations sur mon switch, ce qui n'est pas négligeable. Autre point aussi, c'est-à-dire qu'en fait, le budget global, je vais pouvoir, en termes de PoE par exemple, je vais pouvoir le cumuler en fonction des différentes alimentations. Donc encore une fois, c'est ultra modulaire lorsqu'on part sur les gammes de produits Catalyst 9000. Okay. Je vous ai mis les différents modèles. Donc là, on parle plutôt de multi-gigabits. On a des modèles spécifiques UPoE à 90 watts, etc. On va avoir des, donc là, je vous l'ai dit, les 90 watts. Ok. Là, on a des produits spéciaux pour vraiment pouvoir répondre à la partie média, distribution, etc. Enfin bref, vous
les modèles sont plutôt assez larges. En termes de stack, encore une fois, on va être sur les 9300L, donc sur du stack avec un module de stack à rajouter. D'accord. On va pouvoir monter la DDB jusqu'à 320 Go, tandis que sur les 9300, on va monter jusqu'à du 480 Go et il n'y a pas besoin de stack module, c'est des produits qui sont stackables en natif. D'accord. Donc, mis bout à bout, vous voyez les économies d'échelle qu'on va pouvoir faire, le retour sur investissement qu'on va pouvoir faire, encore une fois, de bout en bout. Ici, je vous rassure, pas de nombreux slides. On reste sur un marché, encore une fois, plutôt PME. Mais sachez qu'on vend beaucoup de Catalyst 9005 en mode cœur de réseau, beaucoup moins aujourd'hui sur le marché PME, en tout cas, les châssis 9005, 9006. Si vous avez besoin d'infos, vous avez les datasheets, vous avez la partie sales que vous retrouverez, toutes les présentations pour aller beaucoup plus loin. Généralement plutôt sur du cœur, mais avec des connectiques entre 1 et 10 Go, d'accord. Tandis que sur le 9005, on est sur des switches qui sont plutôt fixes, mais qui vont avoir des débits donc de 10 Go, 25 Go, 40 Go ou 100 Go. Tandis que les 9006, on est plutôt sur une architecture modulaire, où là, je vais avoir donc mon gros châssis, je vais pouvoir mettre des cartes de ligne en fonction de mon besoin, d'accord. Tous les 9003 intègrent de la sécurité embarquée, 9003, 9005, 9004, etc., avec de l'encryption à 256 bits, etc. D'accord. Sur les 9005, plutôt fixe, qu'on vend plus sur la partie PME, on va retrouver donc ces différents modèles. Et encore une fois, c'est juste à titre informatif. Alors, ce que je vous ai préparé ici, globalement, c'est un sélecteur visuel. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir des produits en fonction de votre besoin. C'est-à-dire qu'en gros, vous cherchez un switch avec un stack typiquement plutôt poussé, vous allez pouvoir choisir donc le 9003 avec un stack jusqu'à 480 Go. Vous voyez que c'est du stack qui est natif, il n'y a pas marqué optionnel, etc., etc. Vous cherchez le support du PoE 60 watts, vous regardez ici et vous voyez qu'au minimum, le 60 watts, ça va être disponible sur les 9300L. Vous voyez que sur un 9300L, on va avoir effectivement donc du 24, du 48 ports, on va avoir du 1 giga ou du multi-gigabit jusqu'à 10 gigas. Mes uplinks qui vont être fixes, je vais avoir entre 2 et 4, 1 giga, 10 gigas, etc., etc. En termes de management, alors bon, mon slide c'est un petit peu vous allez retrouver donc toutes les possibilités de management. Trouver clairement en termes de sécurité ce qui va faire la spécificité de ces produits-là. Et si vous êtes dans une approche software defined, avec la plateforme DNA Center, etc., vous avez toutes les informations concernant les virtual networks, etc. En termes de modularité, vous avez les ventilateurs, soit ils sont redondants, mais ils vont être plutôt fixes, soit ça va être des produits fanless, soit ça va être des produits qui vont être remplaçables à chaud, des alimentations remplaçables à chaud. Pareil pour la partie power supply et la possibilité d'héberger des applicatifs grâce à l'architecture x86, etc. D'accord. Donc ça, c'est globalement tout ce qu'on a vu depuis quelques minutes maintenant. Vous allez retrouver les informations sur ce slide-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite au licensing. Je vois qu'on va déborder donc un tout petit peu. Donc, comment se passe le licensing aujourd'hui? Donc, si on prend le licensing à l'époque, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de licensing. On avait un produit hardware sur lequel on avait à l'intérieur des fonctionnalités iOS. D'accord. On avait, en fonction des modèles, du LAN Lite, du LAN base ou de l'IP Lite. D'accord. Sur les modèles un peu plus élevés, on avait de l'IP base et de l'IP services. Globalement, toute cette partie-là, on était plutôt sur les fonctionnalités de niveau 2 avec quelques fonctionnalités de routage, mais très light. Tandis qu'ici, on avait un peu plus de fonctionnalités de routage et beaucoup plus performant. Et IP services, c'était vraiment le must de tout ce qu'on pouvait fournir en termes de services sur un switch. D'accord. Ici, on n'a pas 5 niveaux. Sur la nouvelle génération, on va avoir uniquement 2 niveaux. D'accord. Le premier niveau qui va être la partie essentielle et le deuxième niveau qui va être la partie advantage. On a une feature parity, c'est-à-dire qu'en gros, ici, on va prendre l'IP Lite, le plus haut niveau de l'époque. On va mettre toutes ces fonctionnalités-là dans le switch de manière perpétuelle. D'accord. C'est-à-dire que là, globalement, je vais avoir effectivement une licence à payer, donc 3, 5, 7 ans. Additionnel, je vous le dis tout de suite, on part uniquement sur les 3 ans. Ce que vous allez payer, c'est la partie perpétuelle. Vous allez commencer à payer pour les fonctionnalités DNA qu'à partir du 5 ans ou du 7 ans potentiellement, ou à la limite si vous renouvelez. Mais ce que vous allez payer dans le 3 ans, c'est uniquement la partie perpétuelle qui reste ad vitam aeternam.
je vais au-delà de ma licence, je vais garder toutes ces fonctionnalités-là. Donc, j'ai un besoin niveau switch d'accès, je vais plutôt rester sur du Network Essential. J'ai un besoin de cœur de réseau ou potentiellement de distribution avancée, etc. Je vais partir plutôt sur du Network Advantage. D'accord? En plus de ça, on va rajouter des fonctionnalités DNA qui sont propres à l'approche DNA Center, Software Defined, etc. D'accord? Donc, l'avantage pour vous ou pour un commercial, c'est que demain, il y a uniquement 2 niveaux. Donc là, je vous ai résumé un petit peu l'approche. J'ai ma base hardware, d'accord, et j'ai ma base software que je vais avoir. Dans la partie DNA essentiel, je vais avoir la partie Network Essential qui intègre les fonctionnalités perpétuelles, plus les fonctionnalités DNA qui vont être offertes. Pareil pour la partie Advantage, là on est plutôt sur du cœur ou sur de la distri dans un mode plutôt traditionnel. Demain, vous voulez partir vers le full SDA, toute la gestion avec le DNA Center, etc. On vous conseille de plutôt partir sur la partie DNA première. Donc clairement, sur un marché PME aujourd'hui, on est soit sur des switches d'accès essentiels, soit sur des switch cœur plutôt de l'Advantage, mais ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et surtout, si vous n'avez pas la plateforme DNA Center au-delà de 3 ans, intégrer deux choses-là, et ces deux choses-là. Il y a une partie qui est perpétuelle, je ne renouvelle pas ma licence, je vais garder toutes les fonctionnalités qui sont ici, qui correspondent aux anciens iOS de l'époque, LAN base, IP base, etc. D'accord? Donc la partie essentielle, vous retrouvez toutes les fonctionnalités de niveau 2, mais quand même plus, c'est-à-dire qu'on a quand même du routage, du RIP, on a de l'OSPF jusqu'à 1000 routes, etc. La partie Advantage, on l'a dit, là on est sur du full routage, on est sur les full fonctionnalités de routing avec du BGP, de l'OSPF, etc., etc. Ça, encore une fois, si vous êtes commercial, vos techniciens vont pouvoir vous aider à choisir globalement assez rapidement. Comme je vous l'ai dit, essentiel, on est plutôt sur des switches d'accès pour interconnecter les périphériques. Ici, on est plutôt sur les de cœur ou de distribution. D'accord? Si on compare rapidement les anciennes générations, ici, ce que j'ai fait volontairement, c'est que j'ai pris un 48 ports avec une base hardware qui est la même tout le temps. J'ai un 48 ports PO, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi que sur les anciennes générations, j'avais un 3850 avec une référence qui me donnait à la fois une partie hardware et une partie software qui était embarquée. Pour vous, c'était transparent parce que vous aviez une seule référence, un seul prix, on va dire ici peut-être 10 000 $. D'accord? Ici, sur la nouvelle génération, on va partir en 9003 48 PE. On va donc avoir notre base hardware qui est ça. On va rajouter notre licence 3 ans. Et globalement, on voit que la partie Network Essential plus la licence 3 ans, elle revient moins chère que sur l'ancienne génération. D'accord? Donc, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Il y a les fonctionnalités DNA qui sont offertes pendant 3 ans et c'est moins cher que sur l'ancienne génération. Et on a encore une fois plus de fonctionnalités. Donc, encore une fois, c'est pas forcément un débat à avoir avec le client. Là, c'est vraiment comment le présenter au niveau de votre client. Ensuite, j'ai toujours la même base hardware. Donc, vous voyez qu'en fait, ça ne bouge pas. Ici, c'est pareil. Sur la nouvelle génération, vous verrez qu'on part en -E pour la partie essentielle ou qu'on part en -A pour la partie Advantage. On a exactement le même prix au niveau hardware. Okay? Donc là, avant, c'était pareil. On avait exactement le même prix hardware parce que c'est exactement le même hardware, sauf qu'à l'intérieur, on avait un iOS avec des fonctionnalités différentes, soit IP base, soit IP services. IP services, c'était vraiment le must avec toutes les fonctionnalités. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris l'IP services qu'on a mis dans les fonctionnalités Advantage. Okay? Donc là, encore une fois, si on compare une ancienne génération avec la nouvelle génération d'IP services, près de 30%. Si on compare à ISO périmètre, on va être moins cher en IP base avec beaucoup plus de fonctionnalités qu'à l'époque. Et en plus, je vais avoir mes licences DNA qui vont être offertes, c'est comme ça que je le présente au client, pendant 3 ans. Comme ça, le client ne va pas vous dire mais j'utilise pas, etc., etc. Si demain, on a un potentiellement DNA Center Cloud, eh ben, ce sera tout bénéfice pour le client. Il va pouvoir s'interconnecter s'il a encore sa licence, etc. D'accord? Pareil pour le 9002, on va comparer par rapport aux anciens, etc. Aujourd'hui, j'aurais envie de vous dire moins cher sur l'ensemble des configurations, incluant la licence par rapport à l'ancienne génération. Au niveau du support, il y a aussi différentes choses. Donc, sachez que l'ensemble des équipements aujourd'hui, Catalyst 9000, sont en ELLW. ELLW, c'est ENCED Limited Lifetime Warranty, c'est-à-dire la garantie à vie améliorée. Garantie améliorée, on va le voir tout à l'heure, ça amène pas mal de choses, notamment le remplacement J+1 de base, la possibilité de mettre à jour ses OS, etc. etc. D'accord? Donc, on a la base hardware. Si vous voulez upgrader, entre parenthèses, le support et le remplacement
J+1. Vous pouvez avoir du 2 heures, vous pouvez avoir du 4 heures, etc. Ce sera soit du SmartNet, soit du partner self-service. Tant que vous êtes en licence DNA, vous avez aussi du support sur la partie software qui serait directement sur la partie, donc notamment si vous avez du StealthWatch, du ISE, etc., ça peut couvrir cette partie-là du moment où vous avez la partie. Pour toutes les questions concernant la mise à, enfin les garanties, qu'est-ce qui est inclus dans la garantie, pas dans la garantie, est-ce que je peux faire mes mises à jour, software, etc., etc. Je vous ai mis un petit tableau et il y a un excellent article de Vincent Makowski qui vous explique en français les garanties, les accès au firmware, Catalyst 9000, etc., etc. Donc pour toutes ces questions-là, j'aurais envie de vous dire, on va aller là-dessus. Ce qui nous amène donc à clôturer rapidement donc, notre webinaire. Je vais vous demander encore juste peut-être 2-3 minutes pour parcourir la partie outils promotion. Je sais que c'était peut-être dense, mais encore une fois, vous allez retrouver tout le savoir, enfin toutes les explications de pourquoi cette gamme de produits-là peut être vraiment pertinente chez un client. On me sollicite souvent au niveau des clients pour leur tenir ce discours-là. Et globalement, quand on leur démontre que c'est des produits qui vont pouvoir évoluer dans le temps. Globalement, on ne sait pas ce qui peut se passer dans 10 ans, mais plus on est prêt avec des architectures ouvertes et programmables et évolutives, mieux ce sera pour le client. Si on est obligé de tout changer dans 3 ans, ça ne vaudra pas le coup. Donc là, encore une fois, on parle vraiment de retour sur investissement. Et si vous comparez les Catalyst 1000 avec les Catalyst 9002, vous verrez que ce n'est pas beaucoup plus cher et que par rapport à tout ce que ça fait en plus, sincèrement, il y a des fois, on peut se poser la question. Donc, hormis les versions compactes, mieux vaut se diriger de préférence sur les catalystes. Vous avez plein de choses. Sachez qu'on a des documents de promotion à votre disposition. Sachez qu'on a des offres de financement à partir de 1 000 euros jusqu'à 325 000 euros pour vos clients, un véritable 0% pendant 36 mois. Pour vous accompagner sur le terrain, qu'elle soit de manière sédentaire ou qu'elle soit de manière terrain, quelle que soit la gamme de produits que vous allez avoir, vous avez toute une équipe qui aujourd'hui est à votre disposition. Vous retrouverez les prochains webinars, donc marché PME, qui sont disponibles. Le prochain va présenter les solutions WebEx. Et on en aura un plus orienté outils où je vous présenterai pour ma part la partie Sales Connect, qui est vraiment un outil indispensable. Vous allez voir la force. Je vous invite à vous inscrire. Et Sonia vous présentera plutôt la nouvelle plateforme PXP où vous avez la possibilité de gérer l'ensemble de votre information au niveau partenaire. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais directement vous présenter un nouvel outil qui est à votre disposition, qui s'appelle le Spot. Donc, le Spot, c'est quoi? C'est un nouveau portail qu'on a mis à votre disposition où vous allez retrouver donc toute l'information autour de nos produits, autour de nos webinars, autour de nos solutions qui vont correspondre plutôt à la PME. Donc le portail, c'est ciscomarchépme.fr. D'accord. Vous allez pouvoir retrouver donc l'ensemble des catalogues qui sont mis à votre disposition. Donc, typiquement, on a créé des catalogues globalement sur la gamme Catalyst 9000 où vous retrouverez donc toute la base, toutes les informations à l'intérieur. Vous allez pouvoir retrouver les différents webinars qu'on a pu mettre à disposition, qu'on parle plutôt de la brique outils Cisco ou qu'on parle plutôt de la brique technologique. Encore une fois, c'est vraiment les épisodes Cisco Marché PME, mais on les a construits de manière progressive. Comment je présente le portefeuille en 360, comment je présente la gamme PME, comment je présente la gamme Meraki, comment je présente le portefeuille sécurité pour la PME et comment je présente la partie Wi-Fi, hein, comme je vous parlais tout à l'heure. Sur la partie Winbox, là, encore une fois, y aller, vous avez toutes les informations sur le financement, vous avez beaucoup d'outils qui sont à votre disposition. Vous avez vu qu'on a une multitude de produits qui sont à votre disposition, enfin, qui sont proposés avec des spécificités différentes. Sachez qu'on a mis aussi en place des outils qui vous permettent de sélectionner globalement les gammes de produits. Je vous dis une bêtise, je vous fais en 2 secondes. Vous voulez savoir qu'est-ce que font les 9300L, vous cliquez. Vous savez que c'est du niveau 3 avec du routage dynamique. On a une offre en cuivre 24 ou 48 ports. Je peux faire du gigabit ou du multi-gigabit Ethernet et j'ai un Je vais prendre que les gammes de nouvelle génération. Vous allez pouvoir comparer en cliquant ici. Bon, après, vous optimisez les différents filtres, mais vous comparez. Il y a la gestion des licences. Vous retrouvez toutes les informations. En fonction du besoin client, vous jouez avec les différents critères.
créer 3-4 références et les comparer et pouvoir donner toutes ces informations aux clients. Vous avez un petit tutoriel ici directement pour vous accompagner. Et encore une fois, vous retrouvez tous les outils qui sont à votre disposition. On a créé donc la partie solution PME, je vous invite vraiment à les regarder. On est en train de vous construire vraiment un premier niveau d'information et de vous diriger au fur et à mesure. Et enfin, la partie contact. Vous ne savez pas avec qui engager parce que vous avez un client en fonction sur votre département qui est peut-être le 79. Sur le 79, vous allez contacter donc soit Melvin, soit Maud Martin qui est la commerciale terrain sur ce marché-là. Et ils vont pouvoir vous accompagner sur les différentes solutions. D'accord? Encore une fois, cette plateforme, elle est là pour vous. Donc, le spot s'appelle le spot, ciscomarchépme.fr. Donc, le spot, c'est comme le sport. Il faut y revenir souvent, il faut le pratiquer, etc. On met énormément d'énergie donc pour vous fournir un maximum d'informations. Et vous allez retrouver donc, les recordings, les webinars sur cette partie-là. Donc, pour ma part, je vais clôturer là-dessus. Je suis désolé d'avoir pris 10 minutes de plus, mais je pense que c'était quand même important. Je vais couper le recording et s'il reste des personnes qui veulent poser des questions, à la limite, on se tient à votre disposition. Donc, je coupe l'enregistrement. Je vous dis à très bientôt pour ceux qui nous abandonnent à présent, dès maintenant. Je vous donne rendez-vous donc dans un mois sur la partie WebEx. À très bientôt et je coupe l'enregistrement.